Fillette de 8 ans révèle un secret choquant sur sa belle-mère. Puis, son père dit qu'il part travailler. Mais il y a des secrets que l'on ne devrait jamais entendre. Des vérités si terrifiantes qu'elles bouleversent une vie en un instant. Manon, 8 ans, était une enfant comme les autres. Mais un jour, elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et quand elle a trouvé le courage de parler, tout a basculé. Son père, un homme aimant, lui a fait une promesse. Il allait travailler et reviendrait bientôt. Mais il n'est jamais revenu. Ce qui s'est passé cette nuit-là dépasse l'entendement. Ce n'est pas une simple disparition, c'est le début d'un cauchemar insoutenable. Une histoire de mensonges, de trahison et de silence brisé. Et quand la vérité éclate enfin, personne n'est prêt à l'entendre. Restez bien jusqu'à la fin de cette histoire. Elle va vous glacer le sang. Abonnez-vous pour ne rien manquer et dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Madame, je peux vous dire un secret, mais vous devez promettre que personne ne doit savoir. La voix de Manon, à peine un murmure, se perd presque dans le silence pesant de la salle de classe vide. Madame Moreau, sa maîtresse, s'agenouille doucement, posant une main réconfortante sur l'épaule frêle de la fillette. Son regard, à la fois inquiet et bienveillant, cherche à accrocher celui de l'enfant qui garde obstinément les yeux baissés sur le sol. Dehors, la cour de l'école bruisse du brouhaha habituel du récré, des enfants riant et courant sans souci. Mais ici, dans cette pièce close, l'air semble plus dense, comme si le monde extérieur s'était éloigné, laissant place à une bulle où ne résonne que la respiration saccadée de Manon. Bien sûr, ma chérie, je te promets que je ne dirai rien, sauf si tu es en danger. Un silence. Manon serre plus fort son ours en peluche contre elle, enfonçant son menton dans le tissu râpé, comme pour y puiser du courage. Elle jette un regard furtif vers la porte, puis, dans un souffle à peine audible, elle chuchote. Elle fait des choses méchantes quand papa n'est pas là, mais il ne me croit pas. Un frisson traverse l'échine de Madame Moreau. Quelle chose, Manon. La fillette secoue vivement la tête et détourne les yeux, comme si la seule idée de répondre la terrifiait. Je ne peux pas dire, elle va me faire encore plus de mal si je parle. Son cœur se serre. Elle en a vu, des enfants abîmés par la vie, mais cette détresse-là, c'est autre chose, un mélange de peur et de résignation. Comme si Manon savait que quoi qu'elle dise, personne ne viendrait à son secours. Madame Moreau inspire profondément. Manon, écoute-moi bien, si quelqu'un te fait du mal, je peux t'aider. Tu n'as pas à avoir peur. Tu veux bien me raconter? Les yeux humides de la petite fille se lèvent enfin vers elle, cherchant désespérément une assurance, une échappatoire. Elle entr'ouvre les lèvres, mais au même instant, la sonnerie retentit brutalement. Le corps de Manon sursaute. Ses petits doigts s'accrochent nerveusement aux coutures effilochées de son ourson. « Je dois y aller », souffle-t-elle précipitamment avant de filer vers la porte. « Manon, attends !» Mais l'enfant est déjà parti, disparaissant dans le flot des élèves qui regagnent leur salle. Madame Moreau reste immobile, la gorge serrée. Elle sent confusément que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas un caprice d'enfant, ni une peur irrationnelle. Ce n'est pas une enfant qui a peur du noir. C'est une enfant qui a peur de rentrer chez elle. Lyon, 19h45. L'horloge du salon égrène les secondes avec une lenteur insoutenable. Assise à table, Manon joue machinalement avec sa fourchette, poussant des morceaux de haricots verts d'un côté à l'autre de son assiette, sans y toucher. Face à elle, son père Guillaume parcourt un dossier en sirotant distraitement un verre de vin rouge. Il n'a pas remarqué le regard inquiet de sa fille, ni la tension palpable dans la pièce. De l'autre côté de la table, Sophie, la belle-mère de Manon, découpe méthodiquement un morceau de pain. « Manon, mange !» dit Guillaume sans lever les yeux. Elle prend une bouchée minuscule et la mâche lentement, le regard fixé sur Sophie, qui ne lui accorde pas un regard. « Tu travailles encore tard ce soir ?» demande soudain la belle-mère à Guillaume en servant une soupe fumante. « Oui, j'ai une réunion imprévue. Je rentrerai vers minuit, » répond-il en jetant un coup d'œil à son téléphone. Manon baisse les yeux. Un frisson glacé lui parcourt la nuque. « Papa » commence-t-elle timidement. « Elle serre sa cuillère, hésitante. Puis son regard croise celui de Sophie, froid et impassible. « Rien » murmure-t-elle, et elle baisse la tête. Guillaume termine son vin d'un trait et embrasse sa fille sur le front. « Sois sage avec Sophie, d'accord? Je reviens vite. » Il attrape son manteau et son attaché-case et sort. La porte se referme derrière lui dans un claquement sourd. Dans le silence qui s'installe, Manon sent son estomac se nouer. Elle ose un regard vers Sophie, qui dépose lentement sa cuillère dans son assiette. Un sourire s'étire lentement sur ses lèvres. « Tu veux du dessert, ma chérie ?» demande-t-elle d'une voix douce. Manon reste pétrifiée, incapable de répondre. Elle sait qu'elle n'a plus personne pour la protéger. Et dans ce silence pesant, une chose est sûre. Ce soir, quelque chose va se passer. Ce soir, son père ne reviendra pas. La nuit tombe sur Lyon, et la pluie fine qui tapisse les pavés luisants des rues donne à la ville un air plus sombre, presque irréel. Dans l'appartement silencieux, Manon est recroquevillée sous sa couette, le cœur battant à tout rompre.
Elle serre son ours en peluche contre elle, le tissu usé, collé à son visage humide. Dans la pénombre de sa chambre, elle guette le moindre bruit, le moindre signe que son père est revenu. Mais il n'y a que le tic-tac de l'horloge murale. 22h15. La porte d'entrée ne s'est toujours pas ouverte. Dans l'obscurité, le reflet des phares des voitures projette des ombres mouvantes sur le plafond. Manon ne peut s'empêcher d'imaginer toutes sortes de choses. Et surtout, une question qui l'obsède. Où est papa? Un frisson la parcourt. Elle tend l'oreille. Dans le silence pesant de l'appartement, elle entend des bruits venant de la cuisine. Le tintement léger d'un verre qu'on repose sur la table. Une cuillère qui racle doucement le fond d'un bol. Sophie est encore éveillée. Manon ferme les yeux et inspire profondément. Elle sait que quelque chose ne va pas. Son instinct d'enfant le lui crie. Mais elle sait aussi qu'elle doit se taire. Dans la cuisine, Sophie, assise seule à la table, touille lentement sa tisane avec une expression impassible. Les volutes de vapeur s'élèvent dans l'air, enveloppant son visage d'un halo trouble. Elle regarde son téléphone posé devant elle. Écran éteint. Aucune notification. Aucun appel de Guillaume. Elle prend une gorgée de sa tisane, puis, lentement, esquisse un sourire. Un sourire imperceptible, figé entre la satisfaction et l'anticipation. Puis, elle se lève et éteint la lumière. 02h37 du matin. Un claquement sec réveille Manon en sursaut. Ses yeux s'ouvrent, embués par le sommeil et la peur. Son cœur cogne contre sa poitrine. Elle tend l'oreille. La maison est plongée dans un silence de plomb. Mais il y a eu un bruit, elle en est certaine. Elle retire sa couette avec précaution et pose ses pieds nus sur le parquet froid. Son souffle est court, sa gorge serrée. Elle avance lentement vers la porte de sa chambre, évitant les lames du plancher qui grincent. Elle ouvre la porte d'1 centimètre à peine et jette un regard dans le couloir plongé dans l'ombre. Un frisson lui glace la nuque. Sophie est debout, à l'autre bout du couloir, près de la porte d'entrée. Elle est immobile, une main posée sur la poignée, comme si elle venait de vérifier qu'elle était bien verrouillée. Mais ce qui glace Manon sur place, c'est que sa belle-mère chuchote. Un murmure à peine audible. Une voix douce et presque chantante. Elle parle. Mais à qui? Il n'y a personne d'autre ici. Manon se plaque contre le mur, son cœur battant à tout rompre. Puis, Sophie se retourne brusquement. Manon retient son souffle, mais Sophie ne semble pas l'avoir vue. Elle tourne les talons et disparaît dans sa chambre, refermant la porte derrière elle avec un clic sec. Le silence revient. Manon reste figée. Elle sent une sueur froide couler le long de son dos. Elle sait qu'elle aurait dû aller se recoucher. Mais quelque chose, une pulsion incontrôlable, la pousse à avancer. Elle glisse lentement dans le couloir sombre, retenant sa respiration. Ses petits doigts tremblants se pose sur la poignée de la porte d'entrée. Elle la baisse doucement, verrouillée. Mais ce n'est pas ça qui l'inquiète. Elle baisse lentement les yeux. Juste devant la porte, il y a des traces humides sur le tapis, des marques irrégulières, sombres, comme si quelqu'un était entré ou sorti sous la pluie. Papa, un battement de cœur trop fort dans sa poitrine. Elle pose un pied sur la tache et sent l'humidité glacée contre sa peau. Quelque chose s'est passé cette nuit. Elle le sent. Et la dernière chose dont elle est sûre, c'est que son père aurait dû rentrer à minuit. Mais il n'est jamais rentré. 07h42 du matin. Manon est assise à table, face à son bol de chocolat chaud fumant. Elle n'a pas touché à sa tartine. Sophie, en face d'elle, boit son café avec une lenteur méthodique, le regard fixé sur son téléphone. L'écran est toujours noir. Aucun message, aucune notification. Soudain, le téléphone de la maison sonne. Le bruit fend le silence comme une lame tranchante. Manon sursaute. Sophie ne réagit pas immédiatement. Elle repose sa tasse, lisse un pli imaginaire sur sa manche, puis décroche enfin. Allô? Un silence. Manon fixe sa belle-mère. Puis, soudain, elle voit son expression changer. Son sourire figé disparaît. Son regard s'assombrit. Oui, d'accord, j'arrive. Elle raccroche et se lève sans un mot. Va te préparer pour l'école, dit-elle froidement en quittant la pièce. Manon ne bouge pas. Une angoisse sourde lui tord le ventre. Elle n'a pas entendu ce que disait la personne à l'autre bout du fil. Mais une chose est sûre, quelque chose ne va pas. Sophie est nerveuse. Et Manon sait que quelque chose de grave est arrivé à son père. La porte d'entrée claque derrière Sophie. L'appartement est plongé dans le silence. Manon sent son cœur s'emballer. Elle descend précipitamment de sa chaise et court vers le téléphone fixe. Elle compose le numéro de son père. Un bip, 2 bips. Puis, une voix mécanique. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Son estomac se tord. Elle essaie encore. Même message. Ses mains deviennent moites. Et alors qu'elle repose lentement le combiné sur son socle, une pensée s'impose à elle avec une violence inouïe. Sophie savait. Elle savait que son père ne rentrerait pas cette nuit. Et elle sait exactement où il est en ce moment même. Manon n'est plus seulement une enfant effrayée. Elle est une enfant qui connaît un secret. Et Sophie ne laissera pas ce secret être découvert. Le vent souffle fort sur Lyon ce matin-là.
sur Lyon, des bourrasques s'engouffrent dans les rues pavées du vieux Lyon, faisant claquer les volets et frissonner les passants emmitouflés dans leurs manteaux. Assise au fond de la salle de classe, Manon garde la tête baissée, fixant son cahier d'écriture sans réellement lire ce qui y est inscrit. Son crayon traîne des lignes tremblantes sur le papier, formant des lettres déformées. À côté d'elle, sa camarade Léa chuchote à voix basse. « Tu veux jouer à la corde à sauter à la récré ?» Manon ne répond pas. Son cœur bat trop vite. Son estomac est noué. Son père n'a pas donné de nouvelles. Sa belle-mère est partie tôt ce matin, sans un mot, laissant juste un post-it sur le comptoir. « Je suis sortie. Rentre directement après l'école. » Il n'y avait ni sourire dessiné, ni petits mots affectueux, juste ces mots secs, écrits en hâte. Un mauvais pressentiment ronge Manon de l'intérieur. Elle lève lentement les yeux vers Madame Moreau, assise à son bureau, corrigeant des copies. Son regard s'attarde sur elle plus longtemps que prévu. Hier, elle avait essayé de parler, mais elle n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, quelque chose lui dit qu'elle ne peut plus se taire. 10h15, récréation. Le bruit joyeux des enfants résonne dans la cour. Certains jouent au foot, d'autres font des marelles sur le bitume. Mais Manon, elle, reste assise sur un banc, le regard perdu. Elle sent une présence à côté d'elle. « Tu veux me parler, Manon ?» La voix douce de Madame Moreau la sort de sa torpeur. Manon hoche la tête, sans oser lever les yeux. « Madame » souffle-t-elle. « Oui, ma chérie ?» Un silence. Manon se mord la lèvre. Son cœur bat trop fort. Puis, enfin, elle relève la tête et lâche dans un souffle. « Papa n'est jamais rentré cette nuit. » La maîtresse fronce les sourcils. « Tu es sûre ? Il est peut-être rentré tard et reparti tôt au travail ?» Manon secoue la tête avec force. Son téléphone ne marche plus et Sophie a reçu un appel bizarre ce matin. Elle était bizarre. Madame Moreau l'observe, visiblement troublée. « Tu veux que j'appelle ton père pour voir ?» J'ai essayé. Ça dit que le numéro n'existe plus. Un frisson parcourt la maîtresse. Elle cherche à ne pas alarmer Manon, mais un doute s'installe. Guillaume, ce père aimant qui déposait toujours Manon à l'école, avec un baiser sur le front et un sourire fatigué, aurait-il pu disparaître? Et ta belle-mère, elle a dit quelque chose? Non, elle est partie ce matin sans rien dire. Mais hier soir, elle chuchotait toute seule dans le couloir. Madame Moreau plisse les yeux. Toute seule? Tu es sûre? Oui, et il y avait des traces de pas mouillés devant la porte. Le cœur de la maîtresse se serre. Quelque chose ne va pas. Elle regarde Manon, si frêle, si pâle. L'inquiétude dans ses yeux ne semble pas feinte. « Écoute, Manon, ce que tu me dis est important, mais il faut qu'on en parle à quelqu'un qui peut t'aider, d'accord? » « À qui ?» murmure l'enfant. « À la police. » 11h45. Commissariat de police. Le petit commissariat du quartier sent le café tiède et le papier humide. Madame Moreau serre doucement la main de Manon, tandis qu'elles attendent leur tour. L'enfant ne dit rien, sa gorge serrée par l'angoisse. Une policière blonde, la quarantaine, les fait entrer dans une salle d'interrogatoire exiguë. « Alors, que puis-je faire pour vous ?» demande-t-elle d'un ton cordial. Madame Moreau prend la parole. Cette petite fille est inquiète pour son père. Il a disparu depuis hier soir et il ne répond plus au téléphone. La policière sort un carnet. « Et qui êtes-vous, jeune fille ?» Manon relève timidement la tête. « Je m'appelle Manon Delacroix. Et ton papa ? Comment s'appelle-t-il ? » « Guillaume Delacroix. »« D'accord, ma chérie. Tu peux me dire ce qui s'est passé ?» Manon raconte. Sa voix est tremblante. La policière prend des notes, hochant la tête de temps en temps. Puis elle repose son stylo et sourit doucement. « Tu sais, Manon, parfois les adultes doivent s'absenter pour des raisons de travail. Peut-être que ton papa est juste occupé, tu comprends ?» Le cœur de la fillette se serre. « Non !» proteste-t-elle, la panique montant. « Papa ne disparaît jamais comme ça. » La policière lui adresse un sourire rassurant. « On va voir ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, d'accord ?» Manon sent un poids immense s'écraser sur elle. Elle ne la croit pas. Elle pense qu'elle exagère, qu'elle s'invente une peur. Elle échange un regard avec Madame Moreau. Même la maîtresse a l'air troublée. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, une autre voix s'élève dans la pièce. « Attendez. » Un homme en costume sombre est entré. Grand, imposant, une barbe de quelques jours, il tient un dossier sous le bras. Il fixe Manon avec un regard perçant. « Vous avez dit que votre père s'appelle Guillaume Delacroix ?» Manon hoche la tête. Le policier jette un regard à ses collègues. Puis, après un silence pesant, il pose enfin la question. « Est-ce que votre père conduisait une Renault grise ?» Le cœur de Manon manque un battement. « Oui » murmure-t-elle. Un frisson la traverse. Le policier prend une longue inspiration, puis referme lentement son dossier. « On a trouvé une voiture abandonnée cette nuit, rue du Port du Temple, vide, clé sur le contact. » Le sang de Manon se glace. Elle sent ses jambes trembler. Un murmure s'échappe de ses lèvres. C'était la voiture de papa. Silence. Dans la petite salle d'interrogatoire, l'air devient plus lourd. Puis, doucement, la policière blonde se lève et pose une main réconfortante sur l'épaule de l'enfant. « Ne t'inquiète pas, Manon, on va retrouver ton papa. » Mais dans son regard, il y a une ombre d'incertitude. Et Manon sait. Elle sait qu'ils ne retrouveront pas son père. Parce que Sophie sait exactement ce qui lui est arrivé. Et elle ne laissera personne le découvrir. L'air du commissariat est devenu plus lourd,
plus étouffant. Manon serre les accoudoirs de sa chaise, son petit corps raide comme une statue. Le mot abandonné résonne dans sa tête comme un écho lointain et terrifiant. Son père n'a pas simplement disparu. Sa voiture a été retrouvée, vide, avec les clés sur le contact. Et cela signifie qu'il s'est passé quelque chose. Madame Moreau pose une main réconfortante sur son épaule, mais Manon est figée. Elle entend les murmures des policiers qui s'échangent des regards furtifs. Ils prennent cette affaire au sérieux maintenant. Mais est-ce trop tard? Le policier barbu, celui qui a évoqué la voiture, s'accroupit à son niveau. « Manon, je vais te poser quelques questions, d'accord ?» Elle hoche la tête, sa gorge nouée. « Hier soir, tu as vu ton papa partir de chez toi ?»« Oui, il est parti à 20h. Il a dit qu'il rentrerait à minuit. Est-ce qu'il semblait inquiet, différent ?» Manon fronce les sourcils. « Non, mais avant de partir, il a dit à Sophie qu'il rentrerait tard. » Elle a juste hoché la tête. Le policier note quelque chose dans son carnet. « Et après son départ, est-ce que tu as entendu quelque chose d'étrange ?» Le ventre de Manon se tord. Elle se souvient des traces humides devant la porte. Elle se souvient du murmure de Sophie dans le couloir. Mais elle se souvient surtout du bruit sourd qu'elle a entendu en pleine nuit, comme quelque chose qui tombe lourdement, ou quelqu'un. Ses petits doigts se crispent sur sa robe. « Manon » insiste doucement le policier. Elle lève des yeux pleins d'angoisse. « J'ai entendu un bruit très fort, au milieu de la nuit. » « Quel genre de bruit ?» Elle déglutit avec difficulté, comme si quelqu'un tombait par terre. Un silence. Le policier se redresse lentement, échangeant un regard avec sa collègue. Il semble réfléchir, peser ses mots. « Manon, est-ce que Sophie est sortie cette nuit-là ?» Elle hoche lentement la tête. « Oui, je l'ai vue dans le couloir, près de la porte. » Elle murmurait, mais il n'y avait personne. Un frisson parcourt l'échine du policier. Il note tout, chaque mot, chaque détail. Puis, après un long silence, il referme son carnet et inspire profondément. « Merci Manon. Nous allons enquêter sur tout ça. » Mais Manon sait lire dans leurs regards. Ils sont inquiets. Ils ont peur que ce soit déjà trop tard. 13h05, le retour à la maison Madame Moreau accompagne Manon jusqu'à l'entrée de son immeuble. La petite fille serre son cartable contre elle, hésitant. « Tu veux que je monte avec toi ?» propose doucement la maîtresse. Manon secoue la tête. « Non, Sophie n'aime pas quand il y a des invités. » Elle baisse la voix, un tremblement dans la gorge. « Et aujourd'hui, je crois qu'elle n'est pas de bonne humeur. » Madame Moreau fronce les sourcils. « Si tu as le moindre problème, tu m'appelles. D'accord ?» Manon hoche la tête. Mais en vérité, elle sait qu'elle ne pourra pas appeler, parce que Sophie veille toujours à ce que le téléphone de la maison soit hors de portée. Elle inspire profondément et pousse la porte de l'immeuble. 13h10, l'appartement. La porte claque derrière elle. Un silence absolu. La lumière est tamisée, les rideaux tirés, et une odeur étrange flotte dans l'air. Un mélange de détergent et de quelque chose d'indéfinissable. Un frisson lui parcourt l'échine. Elle avance prudemment, posant son cartable dans l'entrée. « Sophie ?» Aucune réponse. Elle s'avance vers la cuisine. Une assiette est posée sur la table, mais il y a encore des restes de nourriture dedans. Ce n'est pas normal. Sophie ne laisse jamais une assiette sale traîner. Manon sent une angoisse grandir en elle. Puis, soudain, un bruit. Un froissement, venant du salon. Son cœur s'arrête. Elle tourne la tête lentement. Sophie est là, assise dans l'ombre, sur le canapé, immobile, ses mains croisées sur ses genoux, son regard fixé droit devant elle. Perdue, elle ne bouge pas. Manon hésite. Sophie, un silence. Puis, après une longue seconde, la voix de Sophie s'élève, douce, feutrée. « Tu es rentrée tôt, Manon. » Un long frisson parcourt la petite fille. Il y a quelque chose d'étrange dans sa voix, comme si elle était fatiguée ou ailleurs. Sophie tourne lentement la tête vers elle et la fixe. « Tu as passé une bonne journée ?» Manon hoche lentement la tête, sans oser répondre. Puis, Sophie se lève. Son mouvement est lent, presque mécanique. Elle se dirige vers la cuisine et attrape un verre d'eau. « J'espère que tu as faim », dit-elle d'une voix plate. Elle ouvre un placard, mais Manon ne regarde plus. Son regard est fixé sur autre chose, sur les manches de la chemise blanche de Sophie. Il y a une tache, un tout petit éclat brun, juste au niveau du poignet. Et Manon sait instinctivement ce que c'est. Du sang séché. Minuit, le bruit. Derrière la porte, Manon n'a pas dormi. Elle est restée recroquevillée sous sa couette, son cœur battant trop vite, fixant l'ombre sous la porte de sa chambre. Dans l'appartement plongé dans l'obscurité, elle entend Sophie marcher. Encore, un pas lent, presque traînant, puis un bruit doux, presque imperceptible, comme si quelqu'un déplaçait quelque chose de lourd sur le sol. Manon plaque une main contre sa bouche pour ne pas respirer trop fort. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas faire de bruit, parce qu'elle sait, elle sent que quelque chose se cache ici, dans cet appartement, quelque chose que Sophie ne veut pas qu'elle voie. Et si son père n'était jamais parti du tout? Et si, quelque part, il était encore là, tout près, trop près? La nuit est une prison. Manon est allongée sur son lit, mais ses muscles sont aussi tendus que des cordes prêtes à se rompre.
La moindre ombre projetée par la lueur diffuse du lampadaire de la rue semble prendre vie, s'étirer sur les murs, ramper jusque sous son lit. Et dans le silence de l'appartement, il y a ce bruit, un glissement, lent, régulier, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd, tout doucement, juste derrière la porte de sa chambre. Elle retient son souffle. Son cœur cogne tellement fort dans sa poitrine qu'elle craint que Sophie l'entende. Elle ferme les yeux. Elle veut disparaître. Devenir aussi petite qu'un grain de poussière. Puis, le bruit s'arrête. Un silence si profond qu'il lui en donne la nausée. Et c'est à cet instant précis qu'elle entend. Un cliquetis. La poignée de sa porte tourne. Elle plaque sa main contre sa bouche pour ne pas crier. Un grincement infime résonne dans l'air. La porte s'entr'ouvre de quelques centimètres. Elle ne voit pas Sophie, seulement le vide noir du couloir. Elle serre son ours en peluche contre sa poitrine. La porte reste entr'ouverte. Rien ne bouge. Puis, lentement, elle se referme. Un clic retentit lorsque le verrou se remet en place. Elle ne comprend pas ce qui vient de se passer. Elle sait seulement une chose. Sophie est entrée. Et puis, elle a changé d'avis. Le matin, l'incompréhensible Manon n'a pas dormi. Elle descend lentement de son lit, pieds nus sur le parquet froid. Son corps tremble encore. Elle ouvre prudemment la porte de sa chambre. Le couloir est désert. Elle s'avance, chaque pas résonnant dans l'appartement plongé dans un silence oppressant. En arrivant au salon, son cœur manque un battement. Tout a changé. La table où Sophie avait laissé son assiette la veille est impeccable. Pas une trace de poussière. Le tapis du salon, où Manon avait remarqué une tache étrange la veille, a disparu. La fenêtre est grande ouverte, laissant entrer l'air froid du matin, comme si la nuit passée n'avait jamais existé. 10h30, une découverte inattendue. Manon sait qu'elle n'a pas rêvé. Quelque chose s'est passé cette nuit. Son père n'a pas disparu de son plein gré. Et Sophie cache quelque chose. Alors, quand Sophie sort pour acheter du pain, Manon sait que c'est son unique chance. Elle s'avance prudemment dans le salon, le cœur battant la chamade. Le tapis a disparu, mais elle se souvient exactement de l'endroit où il était. Elle s'agenouille et passe sa main sur le sol. Un espace irrégulier. Elle fronce les sourcils et tape légèrement dessus. Toc, toc, le son est creux, ses mains tremblent. Elle gratte un peu le bois du plancher. Son ongle s'accroche à un bord légèrement surélevé. Elle tire, le sol bouge. Manon écarquille les yeux. Il y a une trappe. Le vide, sous ses pieds. Son souffle est court. Son. Elle tire un peu plus. Les doigts tremblants, elle soulève le morceau de plancher. Une cavité sombre apparaît sous ses yeux. Elle ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, seulement du noir. L'odeur qui s'en dégage est étrange. Un mélange d'humidité, de poussière et autre chose. Autre chose qu'elle ne reconnaît pas, mais qui lui donne la nausée. Elle tend une main hésitante, cherchant à toucher ce qu'il y a en dessous. Mais alors qu'elle frôle le bord, elle entend la clé tourner dans la serrure de l'entrée. Elle se fige, ses jambes se glacent. Sophie rentre. Elle rabat précipitamment la trappe, se relève d'un bond et court vers le canapé. Elle s'assoit et attrape un livre, feignant d'être plongée dedans. La porte s'ouvre. Sophie entre, un sac de course à la main. Elle pose le pain sur la table, retire son manteau et tourne lentement la tête vers Manon. Son regard s'attarde sur elle. Elle sait, ou du moins, elle soupçonne. Un sourire lent se dessine sur ses lèvres. « Tu as l'air bien sage aujourd'hui, ma chérie. » Manon ne répond pas. Elle sent son estomac se tordre. Sophie s'approche. Elle se penche légèrement, posant une main légère sur la tête de la fillette. Elle murmure tout bas, tout doucement. « J'espère que tu ne cherches pas des choses que tu ne devrais pas voir. » Le sang de Manon se glace. Elle n'ose pas bouger. Sophie se redresse et s'éloigne vers la cuisine comme si de rien n'était. Mais Manon sait maintenant qu'il n'y a plus de retour en arrière. Elle doit découvrir ce qui se cache sous le sol, avant que Sophie ne comprenne qu'elle sait, avant qu'il ne soit trop tard. Manon ne peut plus respirer normalement. Son cœur tambourine si fort dans sa poitrine qu'elle a l'impression que Sophie l'entend. Elle sait qu'elle n'a plus le choix. Elle doit découvrir ce qu'il y a sous cette trappe. Elle doit savoir ce qui est arrivé à son père. Mais elle sait aussi que Sophie la surveille. Elle doit être prudente. Minuit, l'heure du silence. Allongée sous sa couette, Manon attend. Elle compte les secondes, les minutes. Elle écoute chaque mouvement dans l'appartement. Sophie a fini par aller se coucher. La maison est plongée dans un silence oppressant. L'heure est venue. Une descente aux enfers. Elle se lève doucement. Ses pieds nus frôlent le sol froid. Elle ouvre lentement la porte de sa chambre et jette un coup d'œil dans le couloir. Aucune lumière sous la porte de Sophie. Elle avance sur la pointe des pieds. Chaque pas une épreuve. Elle atteint le salon. Elle s'agenouille et passe les doigts sous le rebord de la trappe. Elle tire lentement. Le plancher cède avec un léger craquement. Elle sursaute et retient son souffle. Le silence. Personne ne bouge. Elle reprend. La trappe s'ouvre enfin. Un trou noir béant sous ses yeux. Et une échelle en bois qui descend dans les entrailles de l'appartement. Son souffle se coupe. Il y a quelque chose là-dessous. Et c'est un endroit où elle n'aurait jamais dû aller. Les marches de l'obscurité. Elle descend une marche, puis une autre. Le bois craque sous son poids. Elle arrive en bas. Ses pieds touchent un sol en béton froid. Il fait noir, mais une odeur terrible l'assaille. Quelque chose de rance, de métallique,
un mélange de terre humide et de rouille, et autre chose. Quelque chose de plus fort, quelque chose qui lui donne envie de vomir. Elle avance à tâtons. Sa main touche un mur de pierre. Elle avance encore. Ses doigts frôlent quelque chose de dur. Elle sent une surface rugueuse. Du tissu, un frisson la traverse. Son cœur bat tellement vite qu'elle a du mal à respirer. Elle sent qu'elle est à côté de quelque chose. Elle tend la main et touche. C'est froid. Et là, sous ses doigts tremblants, un doigt. L'horreur à l'état pur, Manon hurle. Un cri étouffé, étranglé dans sa gorge. Elle recule brutalement et tombe à genoux. Elle tremble de la tête aux pieds. Elle vient de toucher une main humaine. Son estomac se tord. Elle rampe à reculons, suffocant sous l'angoisse. Elle doit sortir d'ici, tout de suite. Mais alors qu'elle tente de se relever, elle entend un bruit au-dessus d'elle. Une porte qui s'ouvre, des pas lents, mesurée, puis une voix, calme, glaciale. Manon, son sang se glace. Elle lève les yeux et elle voit Sophie, debout, en haut de l'échelle. La trappe entre ouverte. Un sourire lent se dessine sur son visage. « Tu n'aurais jamais dû descendre ici, ma chérie. » Et d'un geste lent et délibéré, elle referme la trappe et Manon est plongée dans le noir absolu. Prisonnière, seule, avec lui. L'obscurité est totale. Le silence est encore plus glaçant que la nuit elle-même. Manon est figée. Son souffle est court, saccadé, irrégulier. Elle est enfermée dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose de froid. Son père, son cœur tambourine dans sa poitrine. La panique la gagne. Elle pose une main tremblante sur le sol de béton. Elle sent la poussière, l'humidité. Puis, soudain, une sensation collante sous ses doigts. Elle retire sa main d'un coup. Son souffle se bloque. Elle ne veut pas savoir, mais elle sait déjà. C'est du sang. Une prison souterraine. Elle se redresse, trébuchant sur ses jambes. Elle tend les bras, cherchant à tâtons un mur, un repère, quelque chose. Ses doigts rencontrent de la pierre froide. Elle suit la paroi. Elle tourne, elle contourne, cherche une sortie. Rien, aucune issue. Elle est coincée. Et puis, un bruit qui n'est pas le sien. Quelque chose bouge. Son sang se glace. Elle retient son souffle. Un bruit de tissu froissé. Un râle. Quelqu'un est là. Elle n'est pas seule. Le râle dans le noir. Manon sent son cœur imploser. Elle veut hurler, mais aucun son ne sort de sa bouche. Elle s'appuie contre le mur, trop terrifiée pour bouger. Puis, une main effleure son bras. Elle pousse un cri. Elle bondit en arrière, trébuche et tombe lourdement. Quelque chose remue dans l'obscurité. Elle recule, haletante. Elle ne peut pas voir. Mais elle sait, elle sent, elle n'est pas seule. L'horreur révélée. Elle serre les dents. Elle doit voir. Ses mains tâtonnent le sol. Elle cherche, fouille. Ses doigts rencontrent quelque chose de métallique. Un briquet. Ses mains tremblantes tentent de l'allumer. Une première fois, rien. Une deuxième, toujours rien, une troisième, une flamme. La lumière danse un instant. Elle cligne des yeux, aveuglée par la soudaine clarté. Et là, dans l'éclat vacillant du feu, elle voit. Son cœur s'arrête. Son souffle se brise. Son père est là, allongé sur le sol. Mais il ne bouge pas. Un père qui ne répond pas. Manon se jette sur lui. « Papa !» Aucune réponse. Ses mains agrippent son bras. Il est glacé. Son corps est immobile. « Papa, réveille-toi !» Elle secoue son épaule. Il ne réagit pas. Ses lèvres sont pâles, ses vêtements froissés, tachés de rouge. Une corde entoure ses poignets. Il est ligoté. « Papa, s'il te plaît !» Les larmes coulent sur son visage. Elle refuse d'y croire. Elle appuie son oreille contre sa poitrine. Elle attend, elle espère. Puis, un battement, un souffle. Il est vivant. Le compte à rebours. Il respire, mais faiblement. Il faut qu'elle fasse vite, qu'elle le sorte de là. Elle fouille ses poches. Rien. Elle secoue sa main. Rien. Elle cherche un couteau, un objet coupant. N'importe quoi. Puis, au loin, elle entend des pas. Là-haut, quelqu'un marche. Sophie, elle est encore là. Et si elle découvre que Manon a trouvé son père, elle va tuer. L'instinct de survie Manon doit agir. Vite. Elle cherche à défaire les cordes. Elle tire, elle gratte avec ses ongles. Ses doigts saignent, mais elle ne s'arrête pas. Son père pousse un gémissement faible. Elle ne peut pas le perdre. Elle doit le sauver. La descente de Sophie. Un grincement. La trappe s'ouvre. Une lumière éclaire brutalement la cave. Manon se fige. Une silhouette apparaît en haut de l'échelle. Le visage dans l'ombre. Mais Manon n'a pas besoin de voir. Elle sait. Sophie est là. Son sourire cruel. Ses yeux froids. Elle tient quelque chose dans sa main. Un couteau de cuisine. Lentement, elle descend la première marche, puis la deuxième, puis la troisième. Elle parle d'une voix douce. « Manon, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle descend encore. Son regard se pose sur Guillaume. Elle secoue la tête. « C'est vraiment dommage. Tu aurais dû rester à ta place. » Manon recule. Son cœur explose. C'est elle
ou elle. Et Manon choisit. L'ultime décision. Elle prend une inspiration. Elle serre le briquet dans sa main. Sophie approche. Elle va les tuer. Elle lève le couteau. Manon allume le feu. Elle attrape une vieille couverture au sol. La flamme embrase le tissu en un instant. La chaleur monte brutalement. Sophie s'arrête. Elle hésite. Elle comprend trop tard. Manon jette la couverture enflammée contre elle. Une seconde d'hésitation. Un cri. Sophie lâche son couteau pour éviter les flammes. Manon se précipite. Elle l'attrape, sans réfléchir, sans penser, et elle plante la lame dans la jambe. Sophie hurle. Elle s'effondre. Manon n'attend pas. Elle tire sur les bras de son père. Elle le traîne vers l'échelle, vers la sortie, vers la vie. Et quand les sirènes hurlent, tout est flou. Le froid de la nuit, les cris, la lumière bleue des gyrophares, des bras qui la soulèvent, une couverture sur ses épaules, son père, vivant, et Sophie, menottée, terrassée, échec et mat. Manon lève les yeux vers le ciel étoilé. Elle pleure. Mais cette fois, ce sont des larmes de liberté. Le ciel nocturne de Lyon est percé par les éclats bleus et rouges des gyrophares. Le sol est humide, sous les pas précipités des policiers. Manon est emmitouflée dans une couverture d'urgence, ses petits doigts agrippant le tissu argenté. Son corps est secoué de frissons, mais pas à cause du froid. Elle regarde fixement Sophie, menottée, le visage figé dans un masque de rage contenue. Du sang perle de sa jambe blessée, mais elle ne montre aucune douleur. Elle ne détourne pas les yeux, elle la fixe. Son regard est une promesse silencieuse. Manon sent son estomac se tordre. Elle ne devrait pas avoir peur. Sophie est arrêtée. C'est fini. Mais alors, pourquoi a-t-elle l'impression que rien n'est terminé? Le désespoir d'un père. Quelques mètres plus loin, Guillaume est soutenu par 2 secouristes. Son visage est livide, ses traits tirés par l'épuisement et la souffrance. Mais malgré tout, ses yeux ne cherchent qu'une seule chose. Elle. Manon, sa voix est rauque, cassée, comme si elle avait été broyée par tout ce qu'il avait enduré. Il tend faiblement les bras vers elle, et sans réfléchir, elle court. Elle se jette contre lui, enfouissant son visage contre sa poitrine, se retenant à lui comme si sa vie en dépendait. Les sanglots qu'elle retenait éclatent d'un coup. Un torrent incontrôlable. Guillaume referme ses bras autour d'elle, plus fort que jamais. Il sent la douleur dans chaque muscle, mais il s'en fiche. Sa fille est là, vivante, c'est tout ce qui compte. Je suis là, ma chérie. Mais Manon ne peut pas s'arrêter de pleurer, parce qu'elle sait une chose terrible. Sophie n'aurait jamais dû entrer dans leur vie. Et pourtant, c'est son propre père qui l'a laissé entrer. Le poids de la culpabilité. Dans l'ambulance qui les emmène à l'hôpital, Manon sent son père trembler légèrement. Elle l'observe, les yeux rougis par la fatigue et la peur. Il fixe le sol, perdu dans un monde dont elle ne fait pas partie. Et soudain, il murmure « Tout est de ma faute ». Elle se redresse légèrement. « Non, papa ». Il secoue la tête, son visage creusé par les regrets. « Si je t'avais écouté, si j'avais vu ». Il se frotte les yeux d'une main tremblante. « Je l'ai laissé entrer dans notre maison. J'ai ignoré tous les signes. Je t'ai laissé seule avec elle. » Sa voix se brise et elle aurait pu te tuer. Manon sent une douleur sourde lui transpercer la poitrine. Elle n'avait jamais vu son père comme ça, brisé, effondré sous le poids de la culpabilité. Elle pose sa petite main sur la sienne. « Mais tu es là, papa ». Sa voix tremble, mais elle continue. « Tu es là. » Et elle ne peut plus nous faire de mal. Guillaume tourne lentement la tête vers elle, puis il ferme les yeux et la serre contre lui. Peut-être que ça prendra du temps. Peut-être qu'il ne se pardonnera jamais entièrement. Mais une chose est sûre, ils sont ensemble, et c'est ce qui compte. Les ombres du passé. Quelques jours plus tard, l'hôpital est silencieux. Manon est allongée sur son lit, sous des draps propres. Mais le sommeil ne vient pas, elle ne peut pas oublier. Les images tournent en boucle dans sa tête. La cave, le sang, la trappe qui se referme, Sophie qui sourit dans l'ombre. Elle ferme les yeux, mais les souvenirs sont encore plus forts dans le noir. Puis, un détail lui revient. Un détail qu'elle n'a pas dit à la police. Les traces de pas mouillés. Elles n'allaient pas seulement vers la porte d'entrée. Elles allaient dans l'autre direction. Vers le couloir, vers une autre pièce de l'appartement. Elle se redresse brusquement. Son cœur cogne contre sa poitrine. Elle ne veut pas y penser. Elle ne veut pas croire que ça pourrait être vrai. Mais si Sophie avait un autre secret encore plus horrible, un autre corps caché quelque part, elle sent un frisson glacé parcourir sa peau. Et elle comprend. C'est fini, mais ce n'est pas terminé. Il manque encore une pièce du puzzle. Et elle sait qu'elle ne pourra jamais dormir tranquille tant qu'elle ne saura pas toute la vérité. Le dernier mystère. Le lendemain, Manon et son père sont autorisés à rentrer chez eux. Ils sont debout devant la porte de l'appartement. Guillaume hésite avant d'insérer la clé dans la serrure. Puis il pousse lentement la porte. L'odeur familière de leur foyer flotte encore dans l'air. Mais quelque chose a changé, quelque chose d'invisible, mais présent. Manon entre la première. Elle avance dans le couloir,
son regard scrutant chaque recoin. Puis elle s'arrête, elle fixe une porte, la chambre d'amis, une pièce que Sophie interdisait d'ouvrir. Un frisson la traverse. Elle tourne lentement la poignée, elle pousse la porte. L'air est plus froid à l'intérieur. La lumière du couloir éclaire un coin de la pièce, et c'est là qu'elle le voit. Un coffre en bois, posé contre le mur. Quelque chose cloche. Le bois est neuf, pas comme le reste des meubles. Guillaume s'avance derrière elle. Il fronce les sourcils, puis il murmure « C'est quoi, ce coffre ?» Un long silence. Manon s'approche, son père aussi. Il pose les mains sur le couvercle. Il prend une inspiration, puis il soulève. Et ce qu'il découvre à l'intérieur fait basculer tout ce qu'il pensait savoir sur Sophie. Parce que leur cauchemar n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. L'air est glacé. Guillaume et Manon fixent le coffre. Son bois est trop neuf. Sa présence est trop étrange. Et quelque chose leur dit qu'ils ne devraient pas l'ouvrir. Mais ils doivent savoir. Ils doivent découvrir ce que Sophie cachait ici. Guillaume pose une main tremblante sur le couvercle. Il prend une inspiration et il soulève l'insoutenable découverte. L'intérieur du coffre est tapissé de tissus sombres, mais ce qui attire immédiatement leur regard, c'est le contenu. Une boîte en métal rouillé, des vêtements soigneusement pliés, un carnet usé dont les pages jaunies sont annotées de phrases griffonnées. Et au fond, des photos. Beaucoup trop de photos. Guillaume attrape la première. Il la retourne. Et ce qu'il voit lui coupe le souffle. Les visages du passé. La photo est ancienne. Une image en noir et blanc d'un homme et d'un enfant, souriant devant une maison de campagne. Guillaume fronce les sourcils, puis il en prend une autre. Une femme, debout près d'un petit garçon en salopette. Puis une autre, et encore une autre. À mesure qu'il tourne les photos, une vérité glaçante se dessine. Ce ne sont pas des souvenirs de Sophie, ce sont des souvenirs d'autres familles. Un modus operandi macabre Manon sent son ventre se nouer. Elle fixe les images, incapable de détourner les yeux. Ces visages, ces sourires, tous ces gens, tous ces enfants. Et soudain, une réalisation la frappe comme un coup de tonnerre. Ils ne sont jamais les mêmes. Il y a toujours une femme différente à chaque fois. Un homme et un enfant, un père et son enfant. Comme eux, comme Guillaume et elle, son estomac se retourne, son corps devient glacé. Elle comprend et elle ne veut pas comprendre. Le carnet de l'horreur. Guillaume ouvre le carnet trouvé dans le coffre. Les pages sont pleines de notes manuscrites, des dates, des prénoms, des phrases étranges. Il me fait confiance. Elle commence à se poser des questions. Ce sera bientôt le moment. Je dois me débarrasser de lui avant qu'il comprenne. Ses mains tremblent. Il tourne les pages, le souffle court. Et puis, il tombe sur une page différente des autres. Une page où son propre prénom est écrit. Guillaume. Il sent son sang se glacer. Il lit, incapable de détourner les yeux. Il est trop naïf. La petite commence à me soupçonner. Il faudra agir plus vite que prévu. L'appartement est une bonne cachette, mais il ne faudra pas s'éterniser. Il avale sa salive avec difficulté. Ses mains tremblent, tellement qu'il lâche le carnet. Les pages se referment brutalement. Il fixe Manon. Elle a compris, elle aussi. Sophie n'en était pas à son premier crime. Elle avait déjà fait ça avant. Elle avait déjà manipulé d'autres hommes. Des hommes avec un enfant. Et ils avaient tous disparu. La vérité, qui déchire Guillaume, se lève d'un bond, renversant le coffre. Des photos s'éparpillent sur le sol. Il passe une main tremblante sur son visage. Il n'arrive pas à respirer. Il regarde sa fille. Son regard est terrifié, horrifié. Elle attend qu'il dise quelque chose. Mais il n'a plus de mots. Il n'a plus d'air. Parce qu'il sait, si Manon n'avait pas découvert la cave, si elle n'avait pas survécu cette nuit-là, ils auraient été juste une page de plus dans ce carnet, une photo de plus dans cette boîte en métal, un père et une fille de plus disparus. Une course contre le temps. Guillaume serre le carnet contre lui, puis il se redresse. On ne peut pas garder ça ici. Il attrape les photos, la boîte, le carnet. Il les fourre dans un sac. On doit aller voir la police. Manon hoche la tête. Le souffle court. Ils ne peuvent pas attendre. Ils doivent agir, parce qu'ils ont enfin ce qui leur manquait. Ils ont la preuve que Sophie n'était pas une femme brisée par un passé douloureux. Elle était une prédatrice, et ils devaient la faire tomber, avant qu'elle ne trouve un autre père, avant qu'elle ne trouve un autre enfant, avant que l'horreur ne recommence. Un dernier regard en arrière. Ils sortent de l'appartement, le sac serré contre eux. Mais alors qu'ils atteignent la porte, Manon s'arrête. Elle sent un frisson la parcourir. Elle tourne la tête vers la chambre. Elle fixe le coffre renversé, les photos éparpillées, et une pensée lui traverse l'esprit comme une lame glacée. Sophie est en prison. Elle va être jugée. Elle ne pourra plus jamais leur faire de mal. Mais quelque part, dans une autre ville, un autre enfant regarde peut-être sa nouvelle belle-mère en silence, quelqu'un comme elle, un enfant qui sait que quelque chose ne va pas, mais que personne n'écoute. Et si Manon n'avait jamais parlé? Et si elle était restée silencieuse? Combien d'autres visages auraient été ajoutés à la collection de Sophie? Elle serre la main de son père. Elle sait qu'ils ont gagné, mais elle sait aussi que ce genre de monstre ne s'arrête jamais vraiment. Le poste de police est silencieux. L'air y est lourd, saturé d'une tension invisible. Guillaume et Manon sont assis dans une petite salle d'interrogatoire,
sous l'éclat blafard d'un néon qui grésille par intermittence. Le sac contenant les preuves est posé sur la table devant eux. Les photos, le carnet, les souvenirs volés à d'autres familles, à d'autres victimes. Le commandant Vincent Dumas, un homme aux cheveux poivre et sel, feuillette lentement le carnet de notes. Ses doigts glissent sur les pages jaunies. Son regard s'assombrit à mesure qu'il lit. Puis il referme brusquement le carnet et se frotte le visage d'une main lasse. Merde, sa mâchoire se crispe. Il regarde Guillaume. « Vous avez une idée de ce que ça signifie, monsieur Delacroix ?» Guillaume hoche la tête, le visage blême. Oui, il pose une main protectrice sur l'épaule de Manon. Ça veut dire que Sophie n'est pas qu'une femme instable. Son regard s'emplit de rage. C'est une tueuse en série. Les doutes qui s'effondrent. Le commandant Dumas lève les yeux vers Manon. Elle est assise, immobile, les genoux serrés, ses petits doigts crispés sur le bord de sa chaise. Elle ne parle pas, elle observe, elle écoute, comme elle l'a toujours fait. Et soudain, elle comprend. Elle voit le doute qui flotte dans les yeux du policier. Il ne veut pas croire à cette histoire. Il veut penser que tout ça est une coïncidence, que ce n'est pas possible. Parce que si c'est vrai, alors ça veut dire qu'ils l'ont laissé faire pendant des années. Ça veut dire qu'ils ont laissé mourir des innocents. Manon sent un poids terrible lui écraser la poitrine. Elle ne peut pas laisser passer ça. Elle pose ses petites mains sur la table et d'une voix tremblante, mais ferme, elle murmure « Vous devez la condamner ». Un silence. Elle relève les yeux. Elle plante son regard dans celui du commandant. Sophie a déjà tué. Elle déglutit. Et si vous ne la condamnez pas, elle recommencera. Son regard ne vacille pas. Vincent Dumas la croit enfin. Les rouages de la justice. L'interrogatoire dure des heures. Manon et Guillaume répètent tout. L'arrivée de Sophie dans leur vie, ses changements de comportement, son contrôle sur eux, le soir de la disparition, la cave, les cordes, les traces de pas mouillés, le coffre. Le policier prend des notes. Il écoute. Il essaie d'assembler les pièces du puzzle. Puis, enfin, il se lève. Nous avons assez d'éléments pour ouvrir une enquête plus large. Il croise les bras, une lueur sombre dans le regard. Sophie a un passé qui ne tient pas debout. Ses anciennes relations sont introuvables. Ses histoires sont pleines d'incohérences. On va creuser tout ça. Il attrape le carnet, le feuillette encore. Il s'arrête sur une page. Un frisson lui traverse l'échine. Il tend le carnet à un autre agent. Contacter la police d'autres régions. Vérifier les dossiers des disparitions non résolues. Puis il pose une main sur l'épaule de Guillaume. Nous allons la faire tomber, je vous le promets. Les ombres du tribunal. Les jours passent. L'enquête s'accélère. Des noms émergent. Des familles brisées, des corps qui n'ont jamais été retrouvés, des enfants qui ont vu, mais que personne n'a cru. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Manon. Son témoignage est clé. Elle est la seule survivante d'une horreur que personne n'avait encore su déchiffrer. Et aujourd'hui, elle doit témoigner. L'affrontement final. La salle d'audience est bondée. Le tribunal est rempli de journalistes, de familles, de policiers. Tout le monde veut voir Sophie Morel. Tout le monde veut comprendre comment une femme au visage angélique a pu être un monstre. Mais Manon ne veut pas comprendre. Elle veut juste qu'elle disparaisse à jamais. Elle veut pouvoir dormir. Sophie entre dans la salle, menottée. Son visage est pâle, mais son regard est toujours le même. Il est froid, il est vide. Mais lorsqu'elle voit Manon, quelque chose brille dans ses yeux. Un sourire mince se dessine sur ses lèvres, comme un adieu, ou pire, comme une promesse. Manon sent son cœur rater un battement. Le dernier mot. Les débats sont intenses. Les avocats plaident. Les preuves sont montrées. Le carnet, les photos, les témoignages. Et puis, vient le moment que tout le monde attend. Le moment où Sophie doit parler. Elle se lève, elle s'approche du micro. Le silence est total. Puis, lentement, elle incline la tête et elle sourit. Elle murmure d'une voix douce « J'aurais aimé finir ce que j'ai commencé ». Un frisson parcourt la salle. Manon sent Guillaume se crisper. Sophie tourne lentement la tête vers elle. Son regard la transperce. Elle murmure, presque tendrement « J'espère que tu n'auras pas trop peur dans le noir, ma chérie ». Un cri éclate dans la salle. Les policiers se précipitent sur elle. Mais Sophie rit. Elle rit en sachant que ces mots resteront gravés dans la tête de Manon à jamais. Elle a perdu. Mais elle a laissé une marque indélébile. Et Manon comprend à cet instant. Certains monstres ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent dans l'ombre, dans les cauchemars, dans le noir. Le jugement. La sentence tombe. Prison à perpétuité. Sophie est emmenée. Manon la regarde partir. Elle n'a pas peur. Pas maintenant. Elle serre la main de son père. Il l'embrasse sur le front. C'est fini, ma chérie. Elle veut le croire. Mais elle sait que dans l'obscurité, quelque part, d'autres Sophies existent encore. Et un jour, elles frapperont à la porte d'une autre famille, à moins que quelqu'un ose parler, à moins que quelqu'un ose les arrêter, comme elle l'a fait, comme une petite fille de 8 ans qui a brisé le silence. Le tribunal est silencieux. Les portes se referment derrière Sophie, mais son absence ne chasse pas l'angoisse qui s'accroche à Manon, comme une seconde peau. Les murmures s'évanouissent lentement. Les journalistes quittent la salle avec leurs carnets griffonnés et leurs micros encore allumés. Guillaume garde la main de sa fille serrée dans la sienne. C'est fini maintenant, Manon. Mais Manon sait que ce n'est pas vrai.
Elle le sent. Quelque chose n'est pas terminé. Les cicatrices invisibles. Les jours passent. La presse ne parle que d'elle. L'enfant qui a fait tomber une tueuse en série. L'ange rescapé du monstre. La fillette qui a brisé le silence. Mais Manon ne lit pas les journaux. Elle ne regarde pas la télévision. Elle reste dans sa chambre, les genoux contre sa poitrine, fixant l'obscurité. Son père tente d'être présent. Il la prend dans ses bras, il l'emmène au parc, lui propose des glaces, essaye de raconter des blagues maladroites, mais rien ne ramène la Manon d'avant. Parce que la Manon d'avant a disparu. Sophie a laissé quelque chose en elle, quelque chose qui refuse de partir. Les cauchemars, qui ne s'éteignent. Pas la nuit tombe sur Lyon. L'appartement est calme, baigné d'un silence presque trop parfait. Manon est allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. Elle ne veut pas dormir, parce que lorsqu'elle ferme les yeux, Sophie est là. Elle l'attend dans les ombres. Son sourire tordu, son regard perçant, ses mots murmurés au creux de son oreille « J'espère que tu n'auras pas trop peur dans le noir ». Manon se réveille en sursaut. Son souffle est court, saccadé, son corps tremble. Elle regarde autour d'elle. Rien. Mais quelque chose ne va pas. Elle le sent. Elle n'est pas seule. Le mur qui parle. Elle s'assoit lentement sur son lit. Le silence de l'appartement lui semble anormal. Elle tend l'oreille. Elle retient sa respiration. Et là, elle l'entend. Un bruit, un murmure, tout près d'elle. Son cœur rate un battement. Elle regarde autour d'elle, terrifiée. Le bruit vient du mur. Elle se lève lentement. Elle s'approche. Elle colle son oreille contre le mur. Et elle entend un rire faible, loin, trop loin. Et pourtant, juste à côté. Le secret caché Manon recule, son corps glacé par l'effroi. Elle court vers la chambre de son père. Elle le secoue doucement. « Papa, papa, réveille-toi !» Guillaume ouvre les yeux, confus. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Elle serre ses petits poings. Il y a quelque chose dans le mur. Il cligne des yeux, encore ensommeillé. « Quoi ?» Elle tire sur sa main, l'entraînant vers sa chambre. Elle lui montre le mur. « Là, papa, mets ton oreille. Écoute. » Guillaume hésite, mais il obéit. Il pose son oreille contre la surface froide. Rien, juste le silence. Il se redresse et sourit doucement. « C'est sûrement ton imagination, Manon. » Elle fronce les sourcils. « Mais je l'ai entendu. » Il caresse ses cheveux. « Tu as vécu des choses terribles. Il est normal que ton cerveau joue des tours. » Elle baisse les yeux. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'était un cauchemar éveillé. Elle retourne se coucher. Elle ferme les yeux. Elle essaie d'oublier. Mais cette nuit-là, elle entend encore le murmure. Et cette fois, le murmure prononce son nom. Un dernier message. Le lendemain matin, Guillaume décide de prendre un nouveau départ. « On ne peut pas rester ici, Manon. » Il emballe leurs affaires. Les cartons se remplissent. Les meubles sont recouverts de draps. Ils vont partir, loin de cet appartement, loin de ce cauchemar. Mais alors que Manon est assise sur son lit, serrant son ours en peluche contre elle, son regard est attiré par quelque chose, un mot, glissé sous sa porte. Elle s'approche lentement. Elle ramasse le papier. Ses mains tremblent lorsqu'elle le déplie. Un seul mot, un mot écrit à la main. Un mot qui la glace jusqu'aux os. À bientôt. Son souffle se bloque. Son cœur explose dans sa poitrine. Elle court dans le salon, les larmes aux yeux. « Papa !» Guillaume se retourne, inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui tend le papier. Il le lit. Son visage devient livide. Il regarde autour de lui. Il se précipite vers la porte d'entrée. Il vérifie le verrou, fermé. Il court vers les fenêtres, fermées aussi. Il regarde Manon. Sa gorge est trop serrée pour parler, parce qu'il comprend, quelqu'un est entré. Quelqu'un a laissé ce message. Et ce quelqu'un pourrait encore être là. L'horreur qui n'est pas terminée. Ils quittent l'appartement ce soir-là. Ils ne reviennent jamais. Mais Manon sait une chose. Elle le sent. Sophie est en prison. Mais elle n'était peut-être pas seule. Quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un d'autre savait. Quelqu'un les surveillait. Et un jour, quelqu'un viendra frapper à leur porte. Le train file à travers la campagne française, loin des rues familières de Lyon. Manon est assise contre la vitre, regardant défiler les champs et les villages. Mais son esprit est ailleurs. Elle sent encore la peur accrochée à elle, comme une ombre qui refuse de disparaître. L'appartement, le coffre, les photos et ce maudit bout de papier. À bientôt. Son estomac se tord, rien que d'y penser. À qui appartenait cette écriture? Si ce n'était pas Sophie, alors qui? Elle serre son ours en peluche contre elle. Guillaume pose une main sur son épaule. Tout ira bien maintenant. Elle hoche la tête, mais au fond, elle sait, ce n'est pas fini. Un nouveau départ? Ils arrivent dans une petite ville, loin du tumulte de Lyon, un endroit calme. Un endroit où personne ne les connaît. Guillaume a trouvé un nouvel appartement, plus petit mais chaleureux, un endroit où reconstruire quelque chose. Les cartons sont déballés, les meubles sont installés. Mais la nuit venue, Manon ne trouve pas le sommeil. Elle écoute toujours. Le silence la hante autant que le bruit. Chaque craquement dans le bois, chaque ombre projetée sur les murs. Elle s'endort finalement, épuisée, mais son sommeil est agité. Elle rêve d'une main qui glisse sous sa porte, d'un murmure, d'une silhouette qui l'attend dans l'obscurité. Et quand elle se réveille en sursaut,
Haletante, son regard se pose sur quelque chose qui n'était pas là avant. Le message de trop. Sur sa table de chevet, juste à côté de son ours en peluche, il y a une feuille pliée en deux. Son sang se glace. Elle ne veut pas la toucher, mais elle doit. Elle tend une main tremblante et ouvre lentement le papier. 3 mots. « Tu crois vraiment ?» Son cœur explose dans sa poitrine. Elle hurle. Guillaume accourt, paniqué. « Manon, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui tend le papier, incapable de parler. Il le lit. Son visage devient livide. Son regard vole vers la porte d'entrée, vers les fenêtres. Tout est fermé, comme la dernière fois. La vérité, que personne ne veut voir. Ils appellent la police. Encore une fois, des agents fouillent l'appartement. Ils vérifient les serrures, les fenêtres, tout est intact. Rien n'indique qu'une intrusion a eu lieu. Mais il y a ce papier, ce message. Quelqu'un est entré. Et la police, cette fois, n'ose plus dire que ce n'est rien. Guillaume est au bord de l'effondrement. Comment c'est possible? Sophie est en prison. L'agent Dumas, celui qui a enquêté sur l'affaire, croise les bras. Son visage grave. Sophie n'a jamais agi seule. Guillaume fronce les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Dumas sort un dossier de son sac. Il l'ouvre et fait glisser une photo sur la table. Une image d'archive. Une jeune Sophie, il y a plus de 20 ans. Mais ce n'est pas ça qui les choque. C'est l'homme à côté d'elle. Un homme au regard dur, aux traits marqués par l'âge, mais qui porte la même expression glaciale que Sophie. C'est son frère. Guillaume écarquille les yeux. Son frère? Dumas hoche la tête. Adrien Morel. Il a disparu des radars il y a 10 ans. Aucune trace de lui nulle part. Mais on sait qu'il correspondait avec Sophie en prison. Ils échangèrent des lettres. Beaucoup de lettres. Il pose une main sur le dossier. Et voilà ce qu'on pense. Il regarde Manon. Tu as découvert la vérité, Manon. Tu l'as arrêté. Mais lui est toujours dehors. Le cœur de Manon rate un battement. Vous voulez dire qu'il est venu ici? Murmure-t-elle. Dumas hoche la tête. C'est fort possible. On pense qu'il veut finir ce que Sophie a commencé. Le froid s'installe dans la pièce. Guillaume serre les poings. Alors on doit le trouver avant lui. Dumas pose une main sur son épaule. On va tout faire pour ça. Mais Manon le sait. Elle le sent. Ce n'est plus une question de s'enfuir. Ce n'est plus une question de recommencer ailleurs. Adrien va les retrouver. Et cette fois, il ne fera pas d'erreur. La dernière nuit, ils dorment dans un hôtel sous protection policière. Mais le sommeil ne vient pas. Guillaume reste éveillé, vérifiant la porte toutes les 5 minutes. Manon reste sous la couverture, son corps tendu. À l'aube, ils sont transférés dans une maison sécurisée, quelque part loin de tout. Mais alors qu'ils montent dans la voiture banalisée, Manon regarde par la fenêtre. Elle le voit, un homme, debout sur le trottoir, un imperméable sombre, une silhouette floue sous la brume du matin. Mais son regard, elle connaît ce regard, celui de Sophie, celui d'un chasseur. Il ne bouge pas, il ne court pas, mais il les regarde partir, et il sourit. La vérité qui glace le sang. Ils ne sont pas en sécurité, ils ne le seront jamais, parce qu'il les a trouvés une fois, et il les retrouvera encore. Ils peuvent fuir, changer de nom, disparaître. Mais Manon le sait, il est là, quelque part, il attend, et un jour, il frappera à leur porte. Un dernier murmure. Des mois plus tard, Manon vit sous une nouvelle identité, une nouvelle école, un nouveau foyer. Mais parfois, la nuit, elle écoute le silence, parce qu'elle sait qu'un jour, dans une ruelle, dans un train bondé, dans un café anonyme, elle croisera ce regard. Et ce jour-là, elle saura que tout recommence. Fin ou pas, parce que certains monstres ne disparaissent jamais. Parfois, la vérité est plus terrifiante que le mensonge. Manon a osé briser le silence, mais combien d'autres enfants sont encore enfermés dans la peur, incapables de parler? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu le courage d'affronter l'ombre qui menaçait votre famille? Les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on imagine. Ils peuvent se cacher derrière un sourire, une voix douce, un visage familier. Cette histoire n'est pas seulement celle de Manon. C'est une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui. Et si un jour, quelqu'un autour de vous essayait de parler, seriez-vous prêt à écouter? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un commentaire. Que feriez-vous dans une situation comme celle-ci? Partagez cette vidéo pour que cette histoire soit entendue, car certains silences doivent être brisés.